Sunderlight Productions. Dans cet épisode, on parle de ne pas dessiner une ligne dans le sable et d'être capable de discuter de choses sur lesquelles on ne s'entend pas, de mariage dans une salle des fêtes, de vélo d'appartement, de Steve Martin et du temps qu'on passe réellement à maîtriser son art, de faire un effort avec les clients relous pour sortir la quintessence de leur événement, de créer des séries photos. On bat le record de fois où on dit moment dans une phrase, on reparle des plateaux repas et des DJ, mais surtout, non, on ne dit pas que les fachos sont sympas. Vous êtes tout dans l'œil du photographe. Bienvenue dans ce podcast par un photographe sur un photographe pour les photographes. Je suis Julien Pasternak et aujourd'hui, je vous emmène dans l'œil d'Oliver Sayard. La pression que je me suis dit, dis pas Olivier. Bonjour Julien. Bonjour moi c'est Oliver. Pas Olivier. Bonjour. Bonjour Oliver, pas Olivier. Ça va ? Très bien, ouais, et toi ? Bah ça va, tranquille. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à toi de m'avoir invité. C'est cool de te revoir, même si ça fait pas si longtemps qu'on s'est vu. Exactement, on s'est croisés il y a une quinzaine de jours. Alors faut que j'explique en amont, juste avant l'elevator pitch, parce que c'est un des fonctionnements et c'est le jour où vous vous lancerez dans un truc comme ça, vous aurez certainement tous besoin d'avoir ce genre de plan. Oliver est un ami, c'est un des amis des différents workshops que j'ai fait et des groupes où on discute régulièrement sur Clubhouse. Et donc, une des techniques que j'ai pour ne jamais être à court d'épisodes, parce que ça arrive, c'est d'avoir des copains à qui j'ai pas besoin d'expliquer qui je suis, ce que je fais. et si jamais un jour je suis coincé, de pouvoir appeler des gens dont je sais qu'ils seront intéressants et qui pourront être disponibles assez rapidement et capables de me rendre service. Mais il se trouve qu'Oliver vient de gagner quelque chose que moi j'estime être un beau prix et dont il peut être très très fier, qui est la Rise Cup. Donc ça vient de Rise Up, qui est une formation à Chamonix pour les photographes de mariage qu'on a fait tous les deux il y a 15 jours. C'est pour ça qu'on s'est vu il n'y a pas longtemps. Et donc on est tous censés participer, il y a 40 photographes, il y en a une vingtaine qui participent, qui envoient les photos à la Rise Cup, qui est une série de 12 images. Et toi, t'as gagné. C'est beau. Et puis c'était du beau monde en face, hein. C'était pas des rigolos. Hein. Ouais, merci. Et je me suis dit, ça vaut de griller un joker quand même. Ça vaut d'en discuter. La série est magnifique. Malheureusement, on ne pourra pas la publier tout de suite au moment où l'épisode sort pour des raisons de... Je crois que c'est une commande d'un magazine. C'est publié pour un magazine, oui, c'est pour la Tribu du Vivant. Ouais. Papier qui se commande en précommande, qui sera dans les boîtes aux lettres autour de mi-décembre, et du coup je pourrais publier la série un peu après, en janvier. On s'arrangera, je mettrai des liens vers le magazine si on arrive à trouver ça en ligne, et puis sinon vous avez qu'à l'acheter. Finalement c'est pas une mauvaise c'est pas un mauvais deal pour eux finalement, ce timing de sortie. C'est pas mal au moment où l'épisode sort. Si vous voulez voir la série, vous pouvez acheter le magazine. Je crois que c'est de la précommande, hein. Donc uniquement, donc je suis pas sûr qu'on puisse commander. Enfin, allez toujours regarder, essayer. Et j'ai refait un reportage là pour le prochain numéro, donc vous pouvez toujours acheter le prochain. D'accord. Donc ça y est, tu te lances dans le vrai journalisme professionnel. Et ça fait 2 commandes que je fais pour eux. C'est super sympa. J'espère en refaire quelques-unes, mais c'est pas mon cœur de métier. C'est sympa en tout cas à faire. Tu connais le principe. On va commencer par l'elevator pitch. Je vais te demander de te présenter en quelques mots à Steve Jobs, qui vient de rentrer dans l'ascenseur à côté de toi et qui te laisse 3 étages pour expliquer qui tu es, ce que tu fais, qu'est-ce que tu lui dis. Alors, d'abord, juste avant de commencer, hier, j'ai googlé vitesse de l'ascenseur dans les headquarters de Apple. Ouais. Et on tombe sur une vidéo où on voit un ascenseur panoramique et qui dure à peu près 22-23 secondes. Donc, j'ai timé ma réponse en fonction. D'accord. Ah, t'as préparé sérieusement, quoi. Bonjour, moi c'est Oliver, pas Olivier, et je suis photographe de mariage. J'ai une approche documentaire qui me motive à raconter toute la journée de mariage, du matin à souvent tard dans la nuit. J'aime raconter les moments importants, les moments forts, les moments d'émotion, les moments vrais, et surtout le fun de la journée, parce que le mariage, c'est avant tout une grande teuf. Voilà, 21-22 secondes. C'est beau, c'est franchement... Ah oui, non, si vous vous mariez bientôt, peut-être ? Ouais. Si, je tanque la porte souvent. Je crois que Steve Jobs, ça va être un tout petit peu compliqué de photographier son mariage, mais peut-être les gosses, ils doivent avoir l'âge maintenant.
je suis pas sûr d'être dans la bonne tranche tarifaire, quoi. De Steve Jobs, c'est peut-être un petit peu bas, ouais. Ouais. Je pense qu'en dessous de $20 000, il doit pas regarder particulièrement. Et $20 000, c'est juste pour les préparatifs. Mais c'est beau de savoir que ça existe. Qu'est-ce que j'ai noté dans les petites notes pour rebondir? Il y a un point. Alors je veux pas insister dessus, mais c'est vrai que c'est une des choses que j'apprécie chez toi. C'est t'es de gauche et engagé. Moi, je suis du bord politique opposé. Je suis pas engagé en quoi que ce soit. Je suis plutôt de droite. Mais je trouve ça intéressant. On est dans un monde en fait où quiconque n'est pas de ton bord politique ou n'a pas les mêmes idées que toi est un sale con et on discute pas. Toi et moi, on a toujours réussi à discuter. Plus ou moins pacifiquement parce que je serais toujours un troll et que quand on part trop dans un sens à mon goût, je vais aller excessivement dans l'autre sens par provocation, mais n'empêche que on a toujours réussi à discuter sans se friter de choses sur lesquelles on n'est pas forcément d'accord. Je trouve que c'est hyper important, je trouve que c'est comme ça aussi qu'on devient un peu à défaut d'être plus intelligent, un peu moins con, mais voilà, en tout cas on peut être ouvert en fait. Je trouve ça hyper important en fait parce que c'est vrai que du point de vue de quelqu'un de droite, les gens de gauche qui disent non, on n'a pas envie de discuter avec eux. Du point de vue des gens de gauche, les gens de droite qui disent non, on n'a pas envie de discuter avec eux. T'arrives toujours à discuter avec les gens. Je trouve que c'est une vraie qualité et je voulais juste en parler rapidement. Mais merci. Ouais, c'est vrai qu'après, je vais moins parler comment dire. J'ai quand même un petit côté troll, notamment à Rise Up ou en formation, où je vais simplifier volontairement mes positions politiques pour le jeu. Mais en vrai, oui, j'ai des idées qui sont complexes. Je suis pas sûr d'avoir raison. Je pense avoir raison, mais je suis ouvert au fait de pouvoir me tromper. Et j'aime bien discuter. Et dans le cadre de campagne aussi, alors j'ai pas non plus beaucoup milité. Mais quand je l'ai fait, mon but c'est d'essayer de convaincre des gens et du coup c'est de la pédagogie. Je crois pas que que la majorité des gens aient des valeurs qui soient vraiment opposées aux miennes. Au contraire, je pense que tout le monde a à peu près envie de la même chose et que les gens n'ont pas l'impression mais que les solutions qu'ont les gens sont différentes. Moi, je pense que celles que je défends sont meilleures, donc j'essaie de les convaincre de ça. Mais le but c'est pas non plus de braquer les gens. Ah mais c'est pour avoir eu des amis qui étaient, enfin des amis qui sont plus des amis d'ailleurs maintenant parce que j'ai eu des gens enragés en fait dans mon entourage où tu n'as aucune discussion. Le truc que je retiens des discussions que je peux avoir avec toi qui sont fondamentalement pas monstrueusement différentes en fait, c'est qu'au final, je crois qu'on veut tous la même chose. En tout cas dans ce qu'on appelle de nos voeux, on a tous envie d'être heureux, toi comme moi. On a envie que les gens autour de nous soient heureux. On n'a pas forcément envie de. Enfin, tu vois, j'ai beau être de droite, je suis pas anti-immigration, anti-ci, anti-ça. Moi, je suis fiscalement de droite et puis le reste, je me sens quelque part entre pas concerné et j'ai envie que les gens soient bien, tu vois. Mais du coup, ça permet aussi d'avoir cette discussion ensemble et de se rendre compte que finalement, c'est sur les solutions qu'on n'est pas forcément totalement d'accord, mais qu'on est capable de discuter. Et c'est important de discuter en fait avec les gens. Bah ouais, c'est bien de discuter quand même. C'est quand même cool. C'est important et c'est vrai que quand on discute pas avec les autres, on peut pas savoir ce qu'ils pensent. Et quand on ne sait pas ce qu'ils pensent, on extrapole. Et quand on extrapole, c'est là qu'on dit des conneries. Et qu'on pense des conneries. Et qu'on part très très loin dans le mauvais sens. Donc c'est juste, voilà, c'est pas une émission politique, c'est pas l'idée. En fait, je trouve ça, c'est une des raisons pour lesquelles je t'aime beaucoup. C'est ça aussi, c'est que voilà, je pense que tu es quelqu'un d'intelligent en fait dans ton approche des choses et j'aime beaucoup ça et je voulais te le dire. Je sais pas si je te l'ai déjà dit directement, mais en tout cas voilà, c'est important et voilà. Moi tu le sais maintenant publiquement. J'aime bien cet état d'esprit et j'ai toujours plaisir à discuter avec toi, même si on n'est pas toujours d'accord, même si on se charrie, même si on se troll beaucoup, mais c'est fun et c'est intelligent et c'est intéressant. Merci. Bon, je te rassure, à 2h du mat, après quelques ricards, je peux être beaucoup moins subtil. Oui, moi aussi, mais c'est normal. Mais bon, comme tu étais Rocky Balboa, je vais pas trop te provoquer à 2h du mat. Je comprends qui peut cette vanne. Tu es aussi une des personnes avec qui on
on discute régulièrement de progression tous les deux, et c'est aussi un autre message que je trouve important à faire passer, d'avoir un regard un peu objectif sur son propre travail. On s'est connus à Rise Up. On s'est pas connus à Rise Up, on s'est connus à 72 heures en 2020. Donc formation, et on va aborder un petit peu ça un petit peu plus loin. Mais depuis, on a régulièrement discuté en fait sur nos évolutions respectives, et j'ai trouvé ça toujours intéressant d'avoir ton retour. C'était pas au printemps 2021, 72 heures Fin 2020 au début. oui, non, ça devait avoir non. lieu. Non, je crois que c'était 2020. C'était juste après le Covid. Non, c'était 2021, t'as raison. Mais ça devait avoir lieu en 2020 au départ. Oui, c'est ça. Ouais. C'est 2020, ça. Mais bon, ça fait à peu près 2 ans. Ça fait à peu près 2 ans. On se connaissait un petit peu avant parce qu'on avait discuté dans les groupes et les trucs comme ça. C'est comme ça. Je crois que c'est une des premières fois que j'ai entendu ton nom à l'époque. Mais voilà, on va revenir un petit peu. Non, mais oui, effectivement, on s'est rencontrés là, on a partagé notre travail, on était à peu près au même niveau de notre carrière de mariage. Toi, tu avais plus de photos avant ailleurs, je pense. Mais voilà, et on progresse ensemble avec, par l'après, mais oui, dans une approche qui est globalement la même, mais avec des nuances qui sont assez importantes et des questionnements qui sont là, et comment on fait pour progresser, qu'est-ce qu'il faut faire, et c'est assez intéressant de suivre des gens un peu comme ça sur le long terme. Il y a toi et il y a aussi la communauté de photographes sur Clubhouse/Discord où tu vois l'évolution des gens et c'est quand même assez agréable. Et ces gens-là voient l'évolution dans ton travail aussi. Et c'est important de partager ça sur des galeries entières et pas que sur ce qu'on montre de notre com aussi. C'est marrant parce que tu parles de la galerie Clubhouse/Discord et des discussions Clubhouse/Discord, et je trouve que ça a fait énormément en fait pour la communauté, justement, ça, d'avoir cette possibilité de discuter régulièrement avec des gens qui sont extrêmement loin de nous, et physiquement, je parle pas mentalement, mais d'avoir cette possibilité de discussion avec toutes ces personnes-là et justement d'échanger régulièrement. C'est sûr que c'est un canal qui est vraiment génial, surtout ça a commencé pendant le Covid, comme beaucoup de choses, et on a de base un métier quand même très solitaire la semaine, et là rentrer dans un mode open space quasiment, on discute avec ses collègues quasiment tous les jours, ça fait énormément de bien mentalement, ça permet d'être avec des gens, de se faire vraiment des amis avec ça et d'être proche, de devenir proche de gens, et c'est aussi pour notre travail un outil énorme, quoi. Ça permet d'avoir énormément de retours rapides sur des petites questions, d'avoir un suivi de son travail au long terme aussi, d'avoir des réflexions business qui peuvent être aussi très poussées, très intéressantes, de comparer différentes approches. Des fois il y a des débats plus stériles, mais c'est un peu comme dans la vie, quoi. Et il y a plein de choses intéressantes sur des trucs moins intéressants, mais effectivement il y a souvent des discussions assez intéressantes, surtout quand Patrick rentre dans les discussions. Patrick Lombard, je mettrai les liens vers son travail et vers ce qu'il peut raconter dans les notes d'épisode. Dernier point de l'intro et de l'elevator pitch, t'as une personnalité qui est toujours enjouée, qui est toujours à fond, t'es très attachant comme garçon. Je trouve que ça se ressent dans ton travail. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles ton travail est ton travail. Est-ce que ça te parle si je te dis ça ? Alors, toujours enjoué, j'aimerais bien. Quand je suis avec des photographes, je suis souvent enjoué, je suis assez exubérant. Je cache mon ancienne timidité sous un excès d'exubérance et de confiance. Mais oui, après, qui je suis se voit dans mon travail, et ça c'est évident, et c'est quelque chose que j'ai compris très vite, quoi. Et que ça, c'est ce que j'aurais dit dans un elevator pitch de 2 minutes. J'ai vraiment trouvé dans le mariage des choses très perso. Et en gros, j'ai trouvé dans le mariage des réponses à des questions que je me posais pas encore sur mon histoire de famille. Typiquement, je suis fils unique et je vais chercher, et donc les relations de fratrie qui sont très diverses et très variées, c'est des choses qui m'intriguent énormément. J'ai aucun regret au fait d'être fils unique, mais savoir ce qui peut exister ailleurs, comment sont les choses ailleurs, ça m'intéresse énormément. Les relations des mariés aux grands-mères, pas aussi, sont des choses qui vont me toucher très personnellement. Et ça, j'en ai eu très vite conscience, quoi. Et donc, je sais que qui je suis, ce qui est important pour moi, joue énormément sur mes photos. D'accord. C'est marrant que tu parles du fait d'être fils unique et des relations de fratrie. J'ai eu le même problème. Pendant très longtemps, moi aussi, je suis fils unique. Par contre, j'ai compris ce que c'était la fratrie quand j'ai eu des enfants. Parce que je les vois évoluer, en fait,
ensemble. Et c'est encore une autre. Je me suis posé, c'est très drôle que tu dises ça, parce que je me suis vraiment posé plein de questions quand j'ai commencé justement à photographier des gens par rapport à ça. Et à l'époque, je faisais pas encore beaucoup de mariages. Ma fille, elle est née en 2016. Donc avant 2016, j'en ai fait quelques-uns, mais très peu. Et les quelques-uns, je me suis posé exactement ces questions-là. Et quand mon fils est né, donc 2018, et où j'ai commencé à voir les relations frères et sœurs et à les vivre réellement, je pense que j'ai compris ça. Mais faut le voir de près au quotidien. Mais effectivement, c'est un vrai questionnement, c'est une vraie logique. Ouais. Mais pour moi, il y avait vraiment le côté question que je me posais pas encore, en fait. Ouais. J'ai trouvé une réponse à une question que je m'étais pas consciemment posée. Tu peux nous raconter ça plus en détail ou... Non, il y a rien. En plus, il y a rien de particulier, hein, mais c'est vraiment, ouais. Enfin, je me suis rendu compte en faisant mes premiers mariages que c'était des choses qui m'intéressent beaucoup, et c'est des moments qui vont m'attirer, quoi. Comment tu montres en photo une relation de fratrie, c'est des choses que je vois, quoi, et je sais que ça m'attire. Et donc j'ai compris en fait avec ça que c'était une question que je me posais. Oui, donc tu t'étais jamais posé la question consciemment, mais ouais. elle t'a toujours taraudé quelque part. J'imagine, ouais, probablement, oui. Ouais, c'est rigolo comme ça répond. Ça répond des fois de s'insérer dans les familles comme ça. Je sais pas si tu as ce même truc qui est que tu es happé dans la famille le jour du mariage et c'est très dur d'en sortir le soir. Ça dépend des mariages, ça dépend des familles, ouais, ça dépend aussi de mon état de fatigue. Ça dépend de pas mal de choses, quoi. Mais ça peut arriver. On va attaquer la partie interview à proprement parler. La première question, c'est toujours quel livre tu offrirais à un photographe et pourquoi ? Sébastien Salgado, La main de l'homme. Ouais. Je sais pas si la réponse te surprend beaucoup. Non, pas particulièrement. Mais... Je m'attendais à Thomas Piketty, mais ouais, en termes de photos, c'est pas hyper fun, Piketty. Ouais, hein. C'est clair. Ils l'ont sorti en BD il y a pas longtemps. Ouais. Non. Donc La main de l'homme, qui est pour moi à mon avis, le travail majeur de Salgado, qui raconte justement avec beaucoup de beauté, de délicatesse. Donc l'homme au travail, donc le travail de Salgado, c'est sur une dizaine d'années sur tous les continents, l'homme qui travaille, plutôt l'ouvrier et le paysan. Oui, l'homme qui a un travail difficile qui travaille. Globalement, ouais, voilà. Et il arrive à montrer à la fois la difficulté de cette vie et la fierté que peuvent avoir ces hommes de faire là, et ça montre bien la complexité de ce que peut être le travail dans les années 90, quoi, mais c'est toujours valable aujourd'hui, et ce livre est magnifique. Je pense que c'est plus valable aujourd'hui que dans les années 90 même. Mais c'est juste qu'on l'a tellement banalisé qu'on s'en rend même plus compte. Si je te demande ce qui te fait déclencher. Alors, ce qui me fait déclencher en mariage, c'est beaucoup trop de choses. J'ai beaucoup trop de photos et je pense vraiment que mon choix se fait au tri et pas à la prise de vue. Je prends des photos tout le temps et ensuite, qu'est-ce qui me fait garder une photo ? C'est forcément l'émotion, plus que le reste. Ou le sens de la photo, quoi. D'accord. Mais c'est pas au moment où tu la prends que tu sais que tu as fait la photo. Non, je ne crois pas. Ah, c'est marrant, c'est intéressant ça. Mm. Si je te demande c'est quoi être créatif ? C'est plutôt une question difficile, je trouve. Et en y réfléchissant, là, une des personnes les plus créatives qu'on a croisées récemment, c'est Mauricio Arias, qui était formateur à RiseUp, qui a vraiment un esprit extraordinaire et qui voit des choses, qui fait des choses qui pour moi sont hallucinantes. Donc j'imagine que ce que je trouve créatif chez lui, c'est de faire des choses auxquelles moi j'aurais pas pu penser. Donc peut-être que c'est ça être créatif, c'est faire des choses auxquelles les autres n'auraient pas pu penser. Et est-ce que lui, en fait, au lieu de penser aux choses, ne les essaye pas, tout simplement ? Peut-être un peu, mais il y a quand même un idée, quand il fait des expos multiples, il a quand même une idée à la fin de ce qu'il veut avoir. Et donc j'ai quand même l'impression qu'il voit des choses en amont. Parce que moi, je me pose cette question de quelle est la part de, par exemple, quand tu parles de ces expositions multiples, quelle est la part du fait qu'il ait essayé plein de choses et que du coup, il sait précisément où il va parce que justement, il a essayé avant et le fait qu'il voit les choses en amont, quoi. Est-ce que tu peux vraiment voir les choses ? C'est comme quand tu fais des photos de reflets, par exemple. J'ai eu cette discussion, je crois que c'était avec Morgane Le Tourneur il n'y a pas longtemps sur les reflets. C'est qu'en fait, tu apprends à faire les reflets en faisant les reflets.
Mais évidemment qu'il y a énormément de pratiques et que si tu veux maîtriser quelque chose, il faut pratiquer beaucoup, ce qu'on fait souvent pas assez, nous photographes de mariage, où on n'a pas tendance à vraiment s'exercer. Alors que bon, digression, mais il y a Roberto Valenzuela dans ses bouquins qui est pour moi un des meilleurs formateurs, en tout cas en termes de livres photos pour les photographes de mariage, les photographes en général, qui compare la photo à la guitare. Même les guitaristes de classe mondiale, et ben tous les jours quasiment, ils bossent leur gamme, et ils refont leur gamme tout le temps, et on devrait faire ça comme photographe. Les filles de 72 heures en parlent aussi. J'essaie de le faire un peu. Ils proposent des exos et en fait tu vas faire des gammes quoi. Et lui il dit une fois par semaine il fait des exos, il va photographier des carrés dans la rue, sans aucun but, juste pour bosser les gammes. Et donc, c'est sûr que Mauricio, il a fait plein de choses. Enfin, il a forcément essayé plein de fois tout. Donc, son niveau technique, sa maîtrise sur ces choses-là, elle est forte. Mais sa créativité, pour moi, elle vient d'ailleurs. Elle vient d'une originalité, d'être capable de voir des choses. Je pourrais, même si je passais des dizaines d'heures à bosser les doubles expos, je pense pas que j'y verrais. Je suis sûr que j'y verrais pas les mêmes choses que Mauricio Arias. C'est vrai que Mauricio était un alien. J'ai ce truc qui me reste de sa formation et ça avait vraiment. Mais j'étais sur le cul. À un moment, il lance un diaporama de ses meilleures photos. Et ça fait 10 ans qu'il fait les photos à peu près. Ouais. Et il lance un diaporama et je déconne pas. Le diaporama, il doit durer 5 minutes. Il y a une photo toutes les secondes ou toutes les 2 secondes. Il n'y a pas une photo à jeter. Dans toutes les photos qu'il a montrées, il a des centaines de photos de tellement haut niveau, là où nous, des fois, en galère, il nous demande d'en envoyer 9, et on a du mal à en trouver 9 qu'on estime être au niveau. Et lui, mais sans fin, quoi. Ouais, je crois que son dossier, moi, il faisait 1200 photos. Ouais. Et toutes les photos avaient la place dans notre top 9, quoi. C'est incroyable. Bon. Le truc qui m'a rassuré, c'est que même Franck Boutonnet était en PLS en voyant ça, donc ça m'a quand même rassuré. Ouais, c'est vrai que moi aussi, ça m'a fait du bien de voir que même lui se posait la question mais qu'est-ce que c'est que ce portfolio, quoi. Non, mais c'était assez impressionnant. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, c'est quelqu'un, je mettrai un lien vers son site, mais c'est quelqu'un qui est impressionnant et qui est d'une simplicité en parallèle, parce que on voit ça et il fait peur même aux très grands, et en même temps c'est quelqu'un d'hyper abordable. Justement, on va repartir sur Mauricio. Ça tombe bien que tu aies prononcé son nom, parce qu'il t'a dit une phrase justement dans cette session. You are a natural photographer. Tu es un photographe naturel. Tu es un photographe par défaut. C'est ton mode par défaut, en fait. Tu es né photographe, je pense. Je pense que c'est instinctif, la meilleure traduction en français. Et c'est Enfin, c'est un peu surprenant, quoi, parce que je prends ça comme un énorme compliment venant de lui, quoi. C'est un énorme compliment. Et oui, un autre truc qui est hallucinant chez Mauricio, c'est sa capacité vraiment à juger des photos, sa pertinence sur l'analyse des photos des gens est hallucinante. Ouais. C'est-à-dire que moi, par exemple, en regardant, donc j'ai envoyé 9 photos de reportage, il m'a expliqué, en voyant ces 9 photos de reportage, comment faire des meilleures photos de couple posées. Et c'était très pertinent, quoi. Donc quand il dit ça, un natural, j'imagine, c'est ça, que je suis instinctif. Donc, quelle était ta question déjà ? La première question, déjà, c'est quoi être un photographe instinctif ? Eh ben, pour ça, je vais parler d'une photo dont tu voulais sans doute parler après, qui est mon Fearless Award. Alors, je voulais pas en parler maintenant, en fait, ça tombe très bien que tu l'abordes. Ok, très bien pour la transition. Et donc, c'est une photo que j'ai faite sur mon premier mariage. J'étais mariage bénévole, d'ailleurs trouvé dans la semaine grâce à ma copine qui avait un de ses collègues qui se mariait et qui n'était pas de photographe. Donc, voilà, j'étais pas encore mon entreprise n'était pas encore enregistrée, et donc j'ai fait ça et j'ai pris peut-être 3-4 000 photos, et dedans il y a une photo donc qui a été primée à Fearless, à tir de pièces, dont je suis très fier, qui est toujours ma photo que je montre le plus. Et donc je sais qu'à ce moment-là, donc je vois les 2 gamines qui sont allongées par terre, et je me retrouve, sans réfléchir, je suis allongé par terre sur le ventre face à elles. Une fois que je suis sur le ventre, je vois qu'il y a le couple derrière, et à ce moment-là, je me mets à ramper.
à ramper pour essayer de caser le couple au centre en priant pour que les gamines ne bougent pas. Et elles étaient tard, elles étaient crevées et elles bougent pas. Et limite, ça les amuse qu'il y ait un grand qui soit aussi à plat ventre en face. Et du coup, et je fais la photo. Et j'imagine que le côté instinctif, c'est pas d'avoir imaginé la photo, c'est d'avoir su qu'il fallait se mettre à plat ventre sans y réfléchir, quoi. Que c'était la bonne position et que c'était comme ça que la photo marchait. Voilà. C'est exactement ce que j'allais te dire, parce que je sais pas depuis combien de temps tu faisais des photos à ce moment-là, mais un photographe relativement débutant, même professionnellement, quelqu'un qui va faire du mariage, son premier instinct, c'est pas forcément d'aller chercher très bas ou très haut, c'est d'assurer son coup avec des choses relativement standards. Enfin, je pense que si tous les photographes de mariage ressortent leur premier mariage, il y a peu de chances qu'on soit à un niveau très, très différent de la hauteur d'œil ou de la hauteur de poitrine, tu vois. Si on prend tous notre première galerie, je pense qu'on en est tous là. C'est ce réflexe d'aller chercher quelque chose d'extrêmement bas. Ça, c'est un vrai truc peut-être moins maintenant parce qu'on en parle beaucoup, mais à l'époque, en tout cas, on parle de 2017-2018. T'avais pas forcément accès à ce genre de conseils facilement, quoi. Ouais, après j'avais bossé quand même le truc sérieusement. Je faisais de la photo en amateur depuis 2011-12 et depuis début 2017, je m'étais dit que je voulais faire photographe pro et donc j'ai passé un an à consommer pas mal le contenu sur internet ou les bouquins de Valenzuela dont je parlais. Et ce mariage c'était en janvier 2018. Ouais. Donc, mais oui, j'imagine que c'est ça qui veut dire par natural, par instinctif. Et ouais, c'est ça, je pense pas beaucoup à mes tu sais où te mettre, en fait. C'est que spontanément, tu sais où te mettre. Bah, des fois, quoi. Après, il y a des fois où je suis mal placé aussi, hein, mais ouais, des fois, ça marche. Mais celles-là, tu les montres pas. Alors, pas cette année, mais ouais, je crois qu'il y a un an, j'ai re-regardé mon premier mariage pour voir s'il n'y avait pas d'autres pépites cachées dans le mariage. Et donc, globalement, il y a quelques photos bien, quoi, mais bon, il y a aussi beaucoup de choses que j'aurais pas gardées aujourd'hui. C'est bon, c'est bien, c'est une bonne évolution. Ce que j'ai noté, quand on reste sur ce même sujet, dans les lectures de portfolio, alors on a eu 3 lectures de portfolio pendant la semaine de Rise Up. Ce que j'ai noté dans les lectures de portfolio sur les 3, particulièrement avec Ian Weldon et avec Mauricio, c'est que moi régulièrement, quand je vais essayer de choper des moments, je vais rater mes compos. C'est-à-dire, un moment, clac, 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 et en fait, la photo, elle est un petit peu trop décalée sur un côté, il y a un peu trop d'espace truc, ou un peu de bordel, ou je suis pas assez près, ou je suis trop loin et tout. Toi, non. Toi, tu as toujours le bon cadrage. Alors, est-ce que c'est une réflexion ? Est-ce que c'est peut-être dans ta manière de photographier, de faire 10 photos, mais d'arriver à bouger pendant que tu fais tes photos, et finalement, à la fin, tu gardes la meilleure ? C'est quoi ta réflexion, en fait, au moment où quelque chose arrive devant toi et tu sens qu'il y a un moment qui arrive ? Bah, je suis quand même souvent... il y a aussi un biais, quoi. Je montre mes meilleures photos et sur mes meilleures photos, c'est celle où j'ai réussi ma compo, ce qui n'est pas toujours le cas. Je croppe beaucoup aussi. Je fais beaucoup de photos, effectivement. J'imagine, et ce que j'ai ressenti cette année, qui m'a aidé sur mes compos, c'est vraiment participer au concours. Et pas participer juste pour jouer, mais aussi le temps passé à regarder à la fois les bonnes photos ou les analyses de photos, comprendre pourquoi les miennes ne sont pas assez fortes, qu'est-ce qui manque et quelle est la différence avec les bonnes photos. Et ça te permet d'emmagasiner instinctivement en fait qu'est-ce qu'une bonne compo est sur. Et c'est un truc que j'ai ressenti, mais peut-être sur 3-4 fois dans l'année, où j'ai senti que j'étais bien placé parce que j'avais une mémoire visuelle de ce qui marchait et que j'avais le temps de réagir. Donc c'est assez rare en fait quand même quand c'est conscient, mais j'imagine que ça fait partie de la formation et que plus on regarde en réfléchissant des photos pour savoir ce qui est bon. Mais il y a des gens qui sont tellement au-dessus sur ces points-là, quoi. Les compos de Patrick Lomberg notamment, William Lamblay aussi ont un sens de la compo qui a des années-lumière du mien. Donc des fois, je suis content d'avoir un peu de chance et d'en avoir qui marche. Mais je crois que Patrick répète assez fréquemment que lui, il regarde énormément le boulot des copains et ce qui marche et ce qui marche pas. Et qui s'en inspire, je sais pas s'il s'en inspire, mais en tout cas, il l'emmagasine beaucoup.
Et il a un œil aussi, après lui a cette capacité-là, il a un œil extrêmement critique, Patrick, c'est-à-dire qu'il est, si lui te fait un retour sur une photo, c'est un retour, c'est pas un truc au hasard, c'est pas tu sais, des fois le biais des trolls sur les groupes qui commentent alors qu'ils savent pas de quoi ils parlent. Moi j'ai ce souvenir d'une image que j'avais postée sur un groupe où il est arrivé, il m'a fait tu devrais faire, et c'était que des trucs subtils, hein. C'était la nana derrière, elle est un peu trop claire. Le couple devant, tu devrais éclaircir un petit peu les ombres, déboucher un peu les ombres. Et les gens derrière, un peu plus les assombrir, et être un peu plus subtil, les trucs et tout. Et en fait, la photo avec que des petites retouches, des petits coups de pinceau, c'est le jour et la nuit. Ouais, il est très fort là-dessus. Très, très fort. Et c'est des choses où je suis beaucoup moins forte. Et c'est aussi quelque chose que Mauricio avait dit sur moi. En gros, il me disait que j'étais pas poli, pas raffiné sur les bords, quoi, que je ressemblais j'étais un produit extrêmement fonctionnel, mais dont la finition était pas. Et c'est marrant parce que ça me correspond aussi beaucoup dans la vie, quoi. Dans les objets que je vais utiliser, je vais chercher la fonctionnalité et pas du tout la finition. Et dans la personne que je suis aussi dans la vie, j'imagine que c'est assez proche, quoi. D'accord, donc un photographe naturel, mais encore brut. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Ce que je me suis également noté, c'est que tu es un vrai photographe de moment. En tout cas, en ce moment, t'es dans les moments beaucoup. Et c'est drôle, on va rebondir sur quelque chose que tu viens de dire, justement. Quand on s'est connus, on a fait trajectoire opposée. Donc, on s'est retrouvés à 72 heures. Moi, je sortais de Touman, enfin, j'étais encore en plein milieu de Touman, puisque 72 heures avait été décalé. Donc, je suis arrivé en plein milieu de Touman You. Donc je suis parti moi à l'opposé sur les photos techniques, et c'est rigolo ce que tu disais sur Mauricio, que tu envoyé que des photos reportages et il t'a parlé de photos de couple, et en fait moi j'ai envoyé que des photos de couple, et il m'a regardé, il m'a dit who are you, et après il m'a demandé mon travail de reportage, et on est parti à cette époque-là dans deux directions totalement opposées, et là toi comme moi j'ai l'impression qu'on est un peu en train de se réajuster dans l'autre sens. Et j'aurais bien aimé avoir ton opinion sur justement le fait de partir plus vers de la technique, plus vers de l'émotion, plus vers du reportage pur, plus vers ci, plus vers ça. En fait, j'ai l'impression que c'est une espèce de gigantesque yo-yo, tu sais, où tu montes, tu descends, et petit à petit, il y a moins d'amplitude. Qu'est-ce que tu en penses de ça ? Alors, il y a deux aspects, hein. Sur le côté couple et photo posée, c'est des choses dans lesquelles je suis naturellement moins bon et que j'essaie de bosser, quoi. L'hiver, ça fait partie de mes objectifs, c'est de progresser là-dedans. Je crois que j'ai un peu du mal sur les photos de couple au final en mariage, parce que c'est un entre-deux. C'est pas vraiment du docu, mais c'est pas du complètement posé, et où je prends pas le temps de les poser parce que un mariage ça va vite, et que donc j'essaie de me former là-dessus pour être meilleur. Enfin, c'est vraiment un de mes gros axes d'amélioration. Et donc l'autre aspect, c'est la progression. Toi, tu vois ça en yo-yo. Moi, je vois ça plutôt comme une roue où il y a vraiment les trois aspects, donc moment, compo, lumière, qui sont les trois aspects primordiaux de la photo, et où je sens que il y a des moments où je vais être concentré sur les moments et donc améliorer mes moments. Et au bout d'un moment, je vais être au niveau que je veux sur les moments. Et je me dis que la compo est un peu, ça paraît un peu en dessous. Donc je vais bosser plus la compo pendant un moment jusqu'à ce que ça s'améliore, et qu'ensuite je vais me dire putain, la lumière, j'y fais plus gaffe. Donc je vais passer sur la lumière, plus une roue qui tourne un peu, voilà, et qui va se déformer un peu. Donc on va bien améliorer un domaine pendant que les deux autres vont légèrement diminuer, puis on va repasser aux autres pour essayer de progresser, de faire grandir la roue petit à petit, de la manière, du coup, pas de manière très uniforme, mais morceau par morceau, quoi. C'est plus parlant, je trouve, ta manière. Moi, c'est vrai que j'ai tendance à aplanir un peu le truc, et t'as l'impression à la fin qu'il y a peu d'amplitude et qu'en fait t'es plus nulle part, alors qu'en fait avec ta roue, effectivement, l'idée de la faire grandir, et c'est pas mal comme métaphore, je trouve. Ça fonctionne bien. Bah écoute, on a en tout cas. Tu peux la reprendre. J'ai pas breveté, c'est bon. Non, j'évite de recopier tel quel les choses des autres. Mais c'est amusant. Et tu dis que toi t'es parti sur Touman et sur le côté très technique, et en même temps moi aussi j'ai été très influencé par les Touman. Et
et j'ai sans doute regardé à peu près l'intégralité de leur contenu gratuit, qui m'inspire beaucoup, et peut-être qu'au final, ce qui m'a touché chez eux, c'est plus tout ce qu'ils mettent sur le sens et les émotions, plutôt que la partie technique qui, toi, t'a plus touché, quoi. Et en vrai, j'aimerais bien être capable de faire les portraits des Two-Man avec des réflexions, des lumières partout, et je bosse pour le faire, mais ça, j'imagine que ça va moins vite chez moi que leur réflexion émotionnelle, quoi. C'est une idée reçue, en fait, que c'est des gens très techniques. C'est des gens très techniques, mais je pense qu'en fait, leur roue, justement, puisqu'on reprend ta métaphore, leur roue, elle est énorme. Et ce qui fait qu'en fait, leur niveau bas technique, c'est le niveau technique de beaucoup, beaucoup de monde, mais qu'en fait, il y a malheureusement peu d'autres moyens de se développer niveau technique que de s'investir dedans à 1000%. Après, tu vois, je te dis, je suis parti dans les Two-Man. Clairement, tu as un gros bout de la formation qui est aller chercher les moments, aller chercher de l'émotion, aller chercher des trucs. Voilà. Sauf qu'en fait, ils ont toujours cette approche de la lumière en parallèle, et qu'ils sont juste extrêmement loin dans le truc. En plus, je crois que c'est des gens qui sont très très compétitifs, parce qu'ils viennent tous les deux de l'athlétisme. Donc, qu'il y a cette dimension-là en plus qui exacerbe tout, dans le sens où, quoi qu'il arrive, leur roue doit être plus grosse que ta roue, en fait. Et c'est pas une option du tout. Donc, et je pense qu'elle démarre en fait beaucoup plus grosse déjà de base, leur roue, que la nôtre. Mais quand je dis je suis parti à fond dans le Two-Man, en fait, c'est vrai que c'est la partie facile de Two-Man, finalement. C'est beaucoup plus facile de se lancer dans le technique que de se lancer dans l'émotif et dans l'émotion. Comme c'est beaucoup plus facile de se demander comment on maîtrise son appareil photo techniquement, le triangle d'exposition, que qu'est-ce qu'on doit photographier quand on démarre, tu vois. T'as peut-être fait le travail difficile avant le travail plus facile, et inversement. Je sais pas si c'est difficile ou facile, en fait. J'ai fait un travail que je savais important et qui me touche aussi, avant quelque chose que je mets peut-être plus longtemps à maîtriser, quoi. Je crois que la réponse, ça va être qu'il va falloir qu'on second shoot l'un pour l'autre. Ouais, non, mais un plaisir. Ouais. Franchement, ça serait peut-être ça la solution, c'est je pense qu'on a des petites choses à s'apprendre mutuellement, chacun dans son domaine de prédilection. Bah ouais, j'ai second shooté pas mal, et c'est un truc hyper important, si je trouve. J'étais second shooter 2 fois l'année dernière de Henri Deroche et Océane Dussoge, il y a 2 ans d'Olivier Polt. Garde-le, parce qu'on va en parler un petit peu plus loin du second shooting. Mais enfin, c'est pas la bonne transition. C'est pas la bonne transition. C'est un tout petit peu trop tôt dans l'épisode, parce qu'il y a une suite logique enfin, j'aime croire qu'il y a une suite logique à ma réflexion. Je ne sais pas si c'est vrai. J'espère que vous la ressentez dans vos écouteurs, mais en tout cas, voilà. J'aime me dire que les choses n'arrivent pas par hasard dans la discussion. Avant de parler de second shooter, on va parler de ta communication. Ça fait donc 4-5 ans que tu es dans le milieu du mariage. Ça doit faire 3 ans que tu commences à être connu sur le circuit des photographes pros de mariage. Moi, je t'ai connu, on l'a dit, en fin 2020, début 2021, et je trouve que tu avais déjà un peu tourné dans le milieu. Tu as une force sur la communication qui est de reprendre les bons codes, en fait, de ça, et de laisser pas mal de côté les mauvais codes, en fait, de la communication de mariage. Si je voulais faire de la provoque, je dirais que tu es presque un des meilleurs en marketing du milieu, ce qui est quand même... J'en entends un ou deux en train de s'étrangler sur cette phrase, quand même. Hein. Non, mais c'était vraiment pour le côté justement dire que le marketing, qui est pas forcément ta tasse de thé en tant que définition commune, c'est assez amusant. Mais par exemple, le oliver.olivier.com, qui est pour moi la meilleure adresse de site web possible. Je crois que la seule meilleure, j'ai oublié le nom du photographe, c'est stuckincustoms.com, qui est un photographe qui faisait des photos de voyage, tu vois. Et donc, je trouve que c'est des noms qui veulent dire quelque chose de toi, qui indiquent qui tu es, en fait, parce que osayar.com, c'est Oliver Sayar, qu'on va appeler une fois sur deux Olivier Sayar, et Oliver, pas Olivier, c'est Oliver, tu vois. C'est même la construction de ton site qui est très orienté mariage, mais il n'y a pas le blabla habituel de j'aime les mariages, c'est ma life, machin truc et tout. On sent que c'est plutôt sincère et que ça sonne pas faux,
en fait. Et ça, je voulais ton opinion là-dessus. C'est gentil. Dans un sens, ouais. Je te crois, mais en non, tout cas, quand tu dis la communication. Alors, en plus, là, tu parles plutôt de la communication à l'intention des photographes, ce qui est différent aussi de la communication à l'intention des mariés, où je veux être un peu plus à l'aise pour les photographes et pour les mariés, si on a comme standard. Au contraire, c'est très frustrant parce que je sais vraiment ce que je voudrais dire et je trouve pas le temps, l'énergie pour le dire suffisamment ou comme je voudrais, quoi. Donc D'accord. C'est quand même une grosse source de frustration pour moi, la com. Et c'est quoi ce que tu voudrais dire ? Pourquoi je fais des mariages, qu'est-ce qui me touche, qu'est-ce que ça va apporter aux gens. Ça, je le fais dans mon elevator pitch de 3 minutes. Ouais. En fait, globalement, aujourd'hui, je me dis que je veux me servir du mariage comme d'un prétexte, comme du meilleur prétexte possible dans une vie pour raconter au mieux l'histoire d'un couple, de ses amis et de sa famille. Que tout ce qui est décorum du mariage, j'en ai rien à faire. Clairement, j'ai fait, et c'est un truc dont je suis un peu fier maintenant, j'ai fait cette année, quelques semaines d'intervalle, des mariages dans des salles des fêtes, avec une déco de salle des fêtes. De salle des fêtes, quoi. Et des mariages dans des châteaux de famille. Et j'ai le même plaisir à faire ça, et je fais le même travail. Et les photos sont aussi importantes pour les deux, et pour moi, je fais la même chose, quoi. Et ça, c'est un truc hyper important que voilà, j'ai vraiment intimement la conscience d'avoir une énorme responsabilité, où je me la mets, hein. De toute façon, dans la vie, j'ai tendance à me mettre beaucoup de responsabilités. Et voilà, et que c'est dur d'expliquer exactement ce que je veux. Ouais. Tu vas aller chercher la quintessence en fait des gens, quoi. C'est pas ce qu'il y a autour. Et en même temps, je veux pas faire une promesse mensongeuse, quoi. C'est un objectif, c'est l'objectif que je me fixe. C'est pour ça que je bosse, c'est pour ça que je vais à Rise Up, que je fais des formations comme ça qui sont plus sur l'aspect pourquoi de notre job que sur l'aspect comment. Parce que c'est là où je veux aller et j'en suis encore très loin d'être capable de faire ce que je voudrais faire. Ça va venir. Je suis pas sûr, mais le chemin est intéressant. T'as quel âge ? J'ai 32 ans. 32 ans, ça va, t'as de la marge. Ouais, t'as beaucoup de marge. T'as encore au moins 30 ans pour... Ouais, alors j'aimerais bien être dans la même forme physique que Franck à 50 ans, mais c'est pas gagné, quoi. Il va falloir commencer à courir assez rapidement, là. Tu vois mon vélo d'appartement derrière moi. Ouais, d'accord. Il est le truc tout rouillé, plein de poussière. Non, trop pas. Il y a de la sueur d'hier encore dessus, c'est bon. J'avais pas vu au moment où j'ai dit ça. Non, mais c'est Steve Martin, qui est un grand comique américain, qui disait qu'il avait mis 15 ans à apprendre son métier sur 20 ans de carrière et qu'en fait, ça faisait que 5 ans qu'il était au point et qu'il en donnait aux gens pour leur argent. Après, est-ce que... Je suis pas sûr qu'on apprenne notre métier un jour, quoi. C'est juste que ton niveau minimum, la presta minimum que tu es capable d'assurer, son niveau augmente, lui, et c'est ce qui est important, mais il y a quand même un côté artiste dans notre métier, et ça, du coup, je pense pas qu'on puisse l'atteindre. Sofiane Weldon. Non, Yann est encore loin de ce qu'il veut faire, j'imagine, même s'il sait ce qu'il veut faire. Même s'il a progressé, moi j'étais vachement surpris de voir ces deux derniers reportages. Tu vois, il évolue toujours. Ouais, il y a une vraie évolution. C'est Yann en mieux, quoi. C'est Yann Weldon en mieux. Je ne sais pas. Moi, je trouve ça moins intéressant en tant qu'œuvre d'art. Peut-être qu'en tant que marié, je serais plus content, mais ouais. Il s'est raffiné un petit peu. Lui, il s'est poli. Il était très brut. Et il s'est un peu poli, justement. Non, mais c'est rigolo. Suite de ta communication assez maîtrisée, alors ça se voit plus du côté photographe que du côté client, parce qu'entre nous on est plus cool, et j'imagine que c'est peut-être un peu plus compliqué à aborder, à présenter. C'est ton côté engagé, justement, c'est les opinions, c'est d'avoir, et en même temps ça fait partie de toi, c'est tes qualités humaines aussi, et c'est ce que tu vas chercher
dans ce que tu vas montrer. Par exemple, j'ai ce souvenir, à 72 heures, on devait sortir, faire un reportage, et tu avais mis en parallèle un étudiant, il me semble, avec un livreur Uber Eats à vélo. Et quelque part, et puis je sais, je les connais tes images, donc je sais que ça va se retrouver quelque part dans tes images à un moment, que tu vas le glisser en douceur. Est-ce que justement ce côté engagé influe ton travail, ta presta, tes images? Est-ce que ça joue dans ta sélection de clients aussi? Parce que est-ce que tu es capable d'aller voir des gens qui sont diamétralement opposés de toi? J'ai une petite anecdote que toi tu connais mais que j'ai pas encore racontée dans le podcast à ce sujet, qui est assez amusante. Alors, je pense que mes opinions se voient plus dans mes reportages hors mariage, comme à 72 heures, comme ce que tu as pu voir à Rise Up, comme... Il y en a quand même une de mariage qui est très très claire. Oui, oui, mais il y en a une. On la mettra dans les notes d'épisode. Et ça se voit plus souvent en dehors. En mariage, je vais avoir des fois cette réflexion-là, et forcément que c'est influence sur ce que je fais. Mais malgré tout, ça reste un élément secondaire d'une journée de mariage où on est sur quelque chose de très joyeux, de très familial, de très festif. Et justement, ça transcende un peu toutes les différences socioculturelles qu'il peut y avoir. Et c'est aussi quelque chose que je trouve hyper intéressant dans mon métier, c'est de pouvoir voir tous ces environnements différents et voir qu'au fond, tout le monde est quand même sur pas mal de choses assez pareilles. Donc, je parle pas de politique sur ma communication, je parle pas de politique avec mes clients, donc c'est pas vraiment un sujet. S'il y avait des gens qui étaient de manière très visible, donc militante d'extrême droite, par exemple, je pense que je refaisais de faire un mariage. Mais sinon, je vais pas aborder de moi-même le sujet. D'accord. Non, mais de toute façon, c'est jamais une bonne idée d'aborder la politique avec les clients parce que ça peut très vite mal tourner. Mais j'ai toujours cette histoire et je la raconte là parce que je pense qu'il y a une morale à retirer de ça. Et d'ailleurs, ça a été repris dans un superbe livre que j'ai acheté il y a pas longtemps. Ça devait être en 2017 ou 2018, un de mes tout premiers mariages. Le marié, je le connaissais, c'était un ami. Et il va se préparer chez son parrain. Et donc moi j'arrive chez le parrain pour la préparation. Toi tu la connais l'histoire, je l'ai déjà raconté sur les groupes Clubhouse. Et je rentre dans le salon du parrain, et dans le salon du parrain, une collection de couteaux nazis avec des croix gammées partout, des casques à pointe, des trucs, des uniformes, des collectionneurs de tout ce qui était nazi. Donc moi juif qui rentre là-dedans, j'ai un petit temps d'arrêt. Et c'était vraiment pas du tout ni anticipé, ni prévisible, ni d'une manière ou d'une autre, j'aurais pu envisager de tomber là-dessus. Mais voilà. Et puis en fait, le mec était d'une gentillesse. Donc je suis rentré, j'avais un a priori. Après, j'ai discuté avec lui, j'ai dit quand même, ça surprend un petit peu. Il me dit non, mais c'est une collection. Je suis pas du tout d'accord avec ce que ça représentait et tout, mais les objets m'intéressent. Alors, tu peux le présenter de plusieurs manières. Je trouve pas que ce soit une collection parfaitement... comment dire, c'est pas le genre de collection que je vais dire aux gens, allez-y, faites-la, c'est cool. Je trouve pas ça engageant et voilà. Mais en même temps, le type était gentil, on a discuté, il a été adorable. Toute la journée, tous les préparatifs. Julien, tu veux un café? Julien, tu veux de l'eau? Julien, t'as mangé? Cette espèce de truc totalement déconnecté. Et le livre que j'ai lu il y a pas longtemps, c'est un livre qui s'appelle La Synagogue de Johannes Farr. C'est une bande dessinée où il raconte un petit peu sa jeunesse, où il faisait le service de sécurité de sa synagogue à Nice, et il s'est retrouvé à côtoyer des fachos pendant les entraînements de close combat, de machin comme ça. Il disait en fait, j'ai jamais rencontré un facho qui n'était pas hyper gentil. Et ce qui est quand même surréaliste comme chose à dire, parce que a priori tu dis le vilain facho avec le crâne rasé, machin et tout, et ça revient à ce qu'on disait au départ, en fait, c'est que tant qu'on parle pas aux gens, on peut pas savoir qui ils sont vraiment, on peut pas les convaincre de qui on est vraiment, et on peut pas peut-être trouver un terrain d'entente
en fait. Et moi, j'ai toujours cette histoire qui me revient parce que le contraste entre la collection et le gars était surréaliste, en fait. Et c'est pour ça que je te pose la question et ça me parle et ça résonne parce que je me suis retrouvé dans cette situation. C'est est-ce comment tu concilies, en fait, comment tu peux concilier ces deux choses-là? Ces deux choses-là. Ah ouais, bah après, je pense que les gens, globalement, sont des êtres complexes, quoi. Et tout le monde est pétri de ses contradictions et personne n'est simple. Et Le mariage aplanit tout, en fait. Du coup, c'est ça que tu le disais. mariage, non, je crois pas que le mariage aplanisse tout, mais c'est. La situation, en tout cas, permet peut-être de discuter. Après, il y a une différence entre des gens qui vont se battre pour des idées que je trouve dégueulasses et des gens qui votent pour ces idées-là, quoi. Il y a quand même un gros écart. Ouais. Non, mais enfin, c'est même pas au niveau des votes et des trucs, c'était juste pour dire que voilà, quoi, des fois, tu te retrouves dans des situations qui sont extrêmement loin de toi et en fait, après, j'ai jamais revu le parrain, je le reverrai jamais et ça deviendra pas mon pote, mais c'est vrai que c'était du délire. Après, je trouve que l'appareil photo donne quand même une distance qui est intéressante. C'est quelque chose, quand j'ai découvert la photo, c'est quelque chose qui m'a permis de découvrir, enfin, qui me raconte à moi des choses et qui me permet de découvrir des choses en me mettant à la bonne distance émotionnelle du sujet, quoi. Je suis suffisamment impliqué pour le ressentir, le comprendre, et suffisamment éloigné pour pas le vivre trop fort et pas en souffrir quand c'est quelque chose que j'aime pas. Mais t'as un écran, en fait, entre toi et lui quand même, quoi. Donc ça te permet d'amortir un peu le choc. C'est pas l'écran. C'est clairement, enfin, je vois pas du tout l'appareil photo comme un écran. Non, c'est vraiment la réflexion photo, quoi. Tu réfléchis à faire une photo. Et ça fait une vraie différence, bien plus qu'un écran. D'accord. Non, mais c'est important. Mais c'est marrant. Non, je sais pas trop où je voulais aller avec cette question, en fait. Enfin, je pense qu'on s'est un peu perdu dans les méandres de la réflexion parce que je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui va comprendre que j'ai dit non, les fachos sont gentils. Alors qu'en fait, non, c'est c'est pas ce que je voulais dire. Mais c'est juste de dire qu'en fait, effectivement, entre la première perception qu'on peut avoir de quelque chose ou de quelqu'un par rapport à ce qu'on voit et la deuxième perception qu'on a si on fait l'effort de discuter avec et sont assez souvent différentes, en fait, et étonnamment différentes, en fait. C'est ça qui m'a toujours surpris. Je pense que c'est ce qu'il y a de beau dans notre métier, c'est qu'on se retrouve face à des gens totalement qu'on n'aurait jamais fréquenté, en fait. Après, je te sors cette histoire-là. Je pense que le mariage où j'ai été le plus déconnecté, c'était un mariage qui devait être 2 consultants, tu vois. C'est des gens avec qui je serais pas forcément pote, parce que c'est tout ce vocabulaire. J'ai fait du ranging, machin. Enfin, tu vois, les gens qui font tout en consulting, en mode consulting. J'accroche pas du tout avec ce genre de profil-là. Et les quelques mariages que j'ai fait comme ça, c'est pas ceux qui se sont bien passés, en fait, parce que c'est des gens qui vont attendre un espèce de résultat chiffrable qui est pas compatible avec. Mais même dans ces trucs-là, en fait, tu as une espèce de discussion à avoir avec eux, non? C'est pas. Ah oui, c'est vraiment, je l'ai dit tout à l'heure, mais le mariage, la photographie de mariage, c'est vraiment un moyen génial de rencontrer plein de gens d'univers différents, de cadres différents. Et voilà. Après, moi, à la base, j'ai un cursus d'ingé, donc classique, grande école, prépa, grandes écoles, et les consultants, je sais leur parler, quoi. Ça me parle aussi. Ça me rappelle un peu ma vie d'avant. Donc ça passe mieux. Après, il y a des profils comme ça. Je pense qu'on a tous notre profil un peu qu'on aime moins que les autres. Et ceux qu'on aime plus. Après, moi, je me sens très à l'aise avec les ingés, hein, forcément. Ouais. Mais moi, c'est pas les ingés dont je te parle. C'est vraiment. C'est un peu. Il y a des ingés qui deviennent consultants en consulting aussi. Hein. Ouais. Non, mais il y a cette espèce de tournure d'esprit de vraiment tout rendre chiffrable, en fait. Enfin, tu sais, c'est cette espèce de mariage. Je sais pas si tu sais le film Le Sens de la fête. Le mariage avec le client qui est vraiment le client compliqué qu'on n'a pas envie d'avoir, en fait, tu vois, le mec qui veut tout contrôler, qui attend un résultat extrêmement précis. Ce profil-là, moi, c'est le profil
Et en même temps, quand tu décides de t'amuser dans ces mariages-là, tu peux avoir des résultats très surprenants. Alors, c'est pas une garantie que le client sera content, mais toi, tu peux ressortir quelque chose de différent aussi. De toute façon, il faut toujours chercher un truc fun à faire. Après, moi, de toute façon, en mariage, je suis pas sûr de pouvoir travailler différemment de ce que je sais faire. Ouais. Je peux faire attention à des choses un peu différentes suivant l'intérêt des mariés, suivant qui est important, qu'est-ce qui est important. Je vais aller chercher des choses différentes, un peu. Mais mon travail, il dépend de moi, quoi. Je me vois pas faire autre chose. Donc toi, c'est toi, c'est ton regard en fait. Il n'y a pas de variation. Ouais, c'est à la fois mon regard et ce que je sais faire. Et ça limite aussi beaucoup ce que je pourrais faire d'autrement, quoi. D'accord. On va ensuite aborder pour moi, une de tes grandes forces. Alors, c'est pas forcément la chose qui va sauter aux yeux quand on va juste sur ton site ou sur tes réseaux sociaux, mais il se trouve que moi, j'ai une vision de ton travail un peu backstage. Et une des forces que je te trouve, c'est la construction de séries. Ce qui est important parce qu'au-delà des photos individuelles, effectivement, quand on se vend, on a tendance à vendre des photos individuelles. Je suis le premier coupable de ça. Alors que la réalité de ce qu'on vend, c'est un album, c'est une série au sens large. Et tu disais tout à l'heure, je suis retourné sur mon premier mariage et il y a des photos que je n'aurais pas rendues. Donc la question logique de ça, c'est comment est-ce que tu construis une sélection de photos? Comment est-ce que comment est-ce que tu fais à chaque fois quelque chose, en fait, de différent, sans raconter toujours la même histoire en boucle, en fait? Je trouve ça beaucoup plus facile sur ce qui n'est pas du mariage. Et je pense que les séries, t'as vu pas mal de séries aussi hors mariage. Je parle beaucoup de tes séries hors mariage. Je parle beaucoup de tes séries hors mariage quand j'ai cet exemple-là. Mais je pense que ça se répercute sur le mariage aussi. Peut-être un peu, mais par exemple, donc, sur celle qui a gagné à Rise Up, en fait, c'est plus facile parce que je sais vraiment ce que moi je veux dire. Dès le début, en étant avec ces dames-là, j'ai une vision de leur histoire et je sais vraiment ce que je veux dire. Et c'est assez facile, en fait, de savoir qu'est-ce qui a du sens pour raconter ça. La difficulté en mariage, c'est d'essayer de comprendre, dans un temps quand même qui est assez limité, qu'est-ce qui est important pour le couple et de comment tu vas raconter ça, quoi. Et je sais pas si je fais des choses vraiment différentes au final, parce que les moments importants, ça reste ceux qui sont importants pour moi, quoi. Je suis hyper sensible au discours et au dance floor, et du coup, je vais mettre l'accent là-dessus tout le temps. Donc voilà, je sais pas. Il y a pareil. J'essaie de construire quand je livre, avant de livrer mes photos. Je remets les photos dans l'ordre, dans un ordre qui ont un sens, quoi, pour moi. Je les prends pas dans l'ordre. Donc c'est une réflexion que j'ai, c'est un travail que j'ai. Est-ce que je le fais bien en mariage? Je suis pas sûr. J'essaye. Je pense que c'est pas mal quand même. Tu t'en sors pas très mal. Mais non, mais c'est voilà. En tout cas, si je reformule ce que tu viens de dire, en fait, c'est un peu de toi et c'est un juste milieu à trouver, en fait. Ouais, c'est une vraie réflexion sur qu'est-ce qui compte pour eux. Mais ça reste dur, quoi. C'est aussi pour ça que notre métier est pas aussi facile qu'il en a l'air. Je pense. C'est que c'est pas que appuyer sur un bouton, quoi. Non, moi, je dis que c'est la photographie de mariage, c'est peut-être la discipline la plus facile en photographie, et c'est pour ça qu'on se doit d'avoir une exigence énorme envers nous-mêmes. Parce qu'en vrai, par rapport à la photo de rue, par exemple, on a un avantage énorme. Tout le monde est content, tout est beau, et on a un accès quasiment illimité à tout ce qui se passe. Pour de la photo de reportage ou documentaire, on n'a jamais des conditions aussi bien. Et du coup, c'est facile de faire des bonnes photos, et du coup, on se doit de faire le mieux possible. En fait, on a l'accès qui est très facile à tout. Et du coup, mais le problème aussi, c'est que comme ça a déjà été fait, refait, refait, que c'est très codifié, arriver à sortir des codes, c'est pas si simple. Et après, c'est là où ça devient intéressant. C'est qu'est-ce que t'en fais d'intéressant en respectant un peu quand même les codes, puisque il y a des photos qui sont attendues et on peut pas ne pas les livrer. Mais tout en restant dans ces codes, comment tu vas montrer vraiment l'unicité des gens et ce qui est important pour eux. Et là, je pense que les Tooman ont trouvé la meilleure formulation possible sur leur site. C'est genre à peu près en français, ça donne les mariages sont connus pour être des événements magnifiques. Notre boulot, c'est de ne pas être distrait par ça.
C'est marrant, je ne m'attendais pas à ce que ce soit toi qui cites Little Man dans le podcast. C'est un bon résumé, en fait. C'est à toi de rester focus sur ce qui compte. Pas mal. Si on parle de la communauté de photographes, tu es probablement un des plus enthousiastes sur le sujet que j'ai pu connaître, et ça, j'aurais bien aimé qu'on en parle. Qu'est-ce qui fait que tu t'investis autant dans ce groupe, dans cette communauté? Après, je suis très investi dans Discord, j'aime bien parler, je suis assez sociable, je suis assez exubérant quand on est ensemble, je pense que tu l'as vu. C'est des choses qui me font plaisir, quoi, et je trouve qu'on fait un métier qui est à la fois génial et difficile, et c'est bien d'avoir des gens qui vivent la même chose pour en parler. Après, il y a d'autres gens qui sont plus investis que moi, hein, mais voilà. Et tiens, et c'est amusant. Et là, je vais revenir sur un truc que j'ai pas dit sur ma communication. Tu disais que j'étais très fort pour communiquer aux autres photographes. On m'a quand même fait la remarque plusieurs personnes m'ont fait la remarque à Rise Up que ils s'imaginaient pas du tout que je sois quelqu'un d'aussi fun et démonstratif. Donc ça veut dire que je suis pas si bon que ça et que je suis pas si présent que ça et que je raconte pas non plus toute la vérité sur les réseaux. C'est peut-être après mon opinion biaisée qui est qu'on s'est rencontrés plusieurs fois aussi, ouais, et qu'il y en a qui effectivement t'avais jamais vu en vrai et n'avaient pas de notion forcément de qui tu étais réellement, quoi. C'est-à-dire entre l'image qu'on projette et l'image réelle, ça peut changer beaucoup de choses, beaucoup de perceptions. Après, je pense que personne n'imaginait que tu allais arriver déguisé en Rocky Balboa. Ouais. Il y a une photo, faudrait que j'appelle Olivier pour savoir si on peut la diffuser dans le truc. C'est celle où tu mets Luan KO. Ouais, faut l'accord de Luan aussi. Faut l'accord de Luan d'abord. Ouais, je pense que c'est plutôt surtout Luan. Ouais. C'est peut-être qu'on comprend. Hors contexte, elle fait peut-être bizarre, hein, mais oui. Non, mais c'était surréaliste, mais vous avez fait tellement rire tous les deux quand la photo est sortie. Je n'en pouvais plus de rire, quoi. Franchement, elle était magnifique. Photo de profil. L'autre, tu vois, on parlait de métier isolé. Moi, j'ai ce souvenir en permanence, et je ne sais pas si je l'ai déjà dit en podcast, je l'ai déjà dit sur le Clubhouse. Quand je suis arrivé, moi je venais d'un milieu de commercial hyper concurrentiel où on passait notre temps à se mettre des coups de couteau dans le dos, et j'avais cette phrase d'un de mes anciens patrons qui était: un bon confrère est un confrère mort. Et je suis arrivé là-dedans dans le milieu de la photo, et je me suis heureusement assez rapidement rendu compte que ça fonctionnait pas comme ça dans ce milieu-là. Mais c'est vrai que quand tu arrives avec un état d'esprit compétitif, tu as du mal à comprendre cette espèce de solidarité qu'on peut avoir entre nous, et ce que ça t'apporte réellement, et à quel point c'est important en fait dans un métier où on est hyper isolé. Ouais. Ah oui, c'est une ressource énorme, et ça aide sur plein d'aspects, ça fait du bien, et ceux qui en font pas partie, je pense que c'est plus dur pour eux de faire ce métier-là, quoi. Et là-dessus, toi tu viens d'un milieu de commercial charognard, et moi je vais beaucoup plus souvent comparer ça au sport. Enfin, j'ai fait pas mal de compètes quand j'étais jeune, en tennis, en ping-pong, et les matchs les plus intéressants, c'est quand tu tombes sur tes potes d'entraînement, et qu'il y a une saine rivalité et une compétitivité amicale qui est géniale. Il y a un peu de trash talking, et c'est bien. Et oui, et j'ai envie d'être meilleur que mes potes. Mais c'est agréable. Enfin, c'est aussi pour ça que je joue au concours, quoi. C'est j'ai envie de battre les gens quand même. Mais j'espère que j'arrive à garder le côté fun du truc et amical et pas important. Ouais, et il y a une sorte d'émulation positive, et c'est plus agréable, quoi. C'est une rivalité amicale. C'est une bonne manière de le présenter. Et évidemment, quoi, quand je vois les compos de Patrick Lombert ou les couleurs de Renaud Julien, je suis un peu deg, mais j'ai envie d'arriver à leur niveau un jour, quoi. Et c'est des choses qui me motivent et qui me poussent à être meilleur. Il y a des trucs comme ça qui sont très agaçants quand toi tu viens de sortir un album, que tu es relativement content de toi et que tu vois passer ces machins-là, parce que souvent on se les balance entre nous, on dit: ah les mecs, je viens de faire ça, regardez les trucs et tout. Et il y a quelqu'un qui te sort ça derrière, et toi où tu étais content de ce que tu viens de faire, tu fais bon, je vais recommencer, C'est vrai que les couleurs de Renaud Julien, c'est très énervant. C'est très, très énervant.
Après, t'as déjà vu le temps qu'il passait à retoucher une photo? Non, mais Voilà, j'imagine bien que pour avoir un truc aussi homogène, c'est pas, Ouais. c'est pas si simple. Après, il vient d'avoir un bébé, donc peut-être Ouais. qu'il aura un petit Ouais, peu je me moins dis de que temps. 2023, c'est l'année où j'aurai les mêmes couleurs que Renaud Julien. Ouais. Mais c'est peut-être Renaud Julien qui aura les mêmes couleurs que toi cette année. Oui, voilà. Après, c'est la même chose. Hein. On l'embrasse, il passera un jour. Il est aussi dans ma liste de réservistes. Un autre point, on a commencé à en parler tout à l'heure, mais j'aimerais bien qu'on en parle, c'est de second shooter justement sur le côté un peu communauté et tout. Qu'est-ce que ça t'a apporté de second shooter? Plein de choses. Déjà, donc je l'ai fait pas mal. J'essaie de le faire 1 ou 2 fois par an. Et surtout, je second shooter des gens qui avaient un style proche du mien pour l'instant. Donc c'est intéressant de voir qu'ils font à peu près la même chose, que c'est pas déconnant et qu'ils peuvent avoir les mêmes doutes que moi. Aussi, une interrogation et une question. Ce que ça apporte, c'est de la pratique. Pouvoir aussi pratiquer dans des conditions libres, sans stress, c'est aussi quand même utile. Surtout en début de saison. L'année dernière, je commençais assez tard. J'avais mon premier mariage, j'étais fin mai, donc pouvoir en faire avant et me remettre un peu dedans, c'était utile, quoi. Arriver un peu chaud au premier mariage, quoi. Ouais, ça c'était quand même pas mal. Et ça m'a fait remarquer un truc aussi, c'est que dès que je commence à fatiguer un peu, je repasse en mode automatique. À chaque fois que je vais sur un mariage en second, je me dis bon, je vais tester des choses, je réfléchis à d'autres choses. Machin. Et au début, sur les prépas, la cérémonie, j'y arrive. Et à partir du vin d'honneur, je commence physiquement à fatiguer un peu et je sens que je repasse en mode automatique. Je crois qu'on en est tous là. Et que Franck Boutonnet en parle beaucoup et il a raison. Enfin, la préparation physique au métier est hyper importante. Et je me traîne un peu des tendinites qui m'empêchent d'être à fond et c'est un peu frustrant, quoi. Mais même des trucs tout cons, genre là, ce que tu manges sur la journée de mariage, c'est effrayant comme ça change. Je pense qu'on a tous fait cette erreur de manger un McDo avant d'arriver. Toi, peut-être pas toi, mais je sais, pour en avoir discuté avec beaucoup de monde, qu'il y en a quelques-uns qui, quand ta journée de mariage commence à 1h parce que les préparatifs sont un peu tard ou quoi, et que tu arrives et que tu te tapes un petit McDo en route et tu arrives, en gros, tu es en train de digérer, quoi, et limite, tu pourrais faire une sieste. C'est pas la bonne méthode. Moi, il y a une raison pour laquelle je mange que des bananes le jour du mariage jusqu'au dîner. Hein. C'est ça. Il y a un truc que j'ai jamais compris dans la communauté de photographes, c'est l'exigence d'avoir un repas chaud à table sur une soirée de mariage, quoi. Ah ouais. Les quelques fois où ça m'arrive, parce que les mariés insistent beaucoup alors que moi je refuse et que ça leur fait vraiment plaisir que je mange avec eux, en gros, quand la danse commence, t'es en train de digérer, t'as mangé 3 fois trop de fromage et bu 2 verres de vin, et c'est compliqué, quoi. Alors qu'un plateau repas d'un traiteur que tu manges quand tu veux, où tu veux, avec personne qui t'embête, je trouve ça beaucoup plus confortable. Et t'as pas de remords à laisser du foie gras parce que le repas a coûté 150 balles. Déjà, moi je mange pas de foie gras, mais... Non, mais t'as pas de remords à laisser un truc qui a pu coûter cher, qui va te casser en deux pour le reste de la soirée. Et puis vu que je suis gourmand, en plus, c'est compliqué pour moi de pas manger ce qu'il y a dans l'assiette, quoi. Ouais, en plus. Non, mais ça c'est quelque chose. Moi, je dis jamais non à un bon repas, mais effectivement, c'est sûr que quand ils te font un truc avec un bon gros glucide bien lourd qui te colle les jambes au sol pendant la partie dansante, c'est effectivement toujours un peu plus compliqué, quoi. Que en général, quand je fais des mariages à côté, pendant le repas, moi, je vais dans ma voiture et je mange salade de carottes taboulée, une banane en dessert et je suis mieux, quoi. Ouais, donc mais il y a une vraie logique. Moi, j'ai découvert un truc il y a pas longtemps. C'est les petits triangles de riz japonais, les onigiri. Ouais. Ils ont commencé à en mettre un peu partout. Et ça, t'en prends 2 dans ton sac. Tu manges ça le soir. T'as juste ce qu'il te faut d'énergie. Tu pèses pas une demi-tonne après. T'as vraiment faim, t'en manges 2, mais tu t'en manges un d'abord, et puis après, si t'as encore la dalle, tu remanges 1 heure après. Et en fait, t'as de l'énergie pour toute la journée. Et des bananes toute la journée. Moi, c'est le jour de mariage. Je me lève le matin, une banane. J'arrive, une banane. Midi, une banane. 4 heures, une banane. Le soir, une banane. Et après, le dîner, je mange ce qu'on me sert. Et comme toi, je fais pas d'histoire, on me sert un truc à table, je mange à table. J'essaie de pas manger à table. Alors, il y a débat. Moi, j'aime bien en fait manger à table parce que je me fais des copains. Et ces copains-là, tu les retrouves après sur la piste de danse. Et après, j'ai une personnalité qui fait que
ce que je vais faire à table. En fait, je vais commencer à chauffer les gens à table pour obtenir un résultat derrière sur la piste de danse. Donc, c'est... Ah ouais, alors que moi, vu que je suis très sociable, j'ai vraiment besoin, là, à 20h, quand on rentre en salle, d'avoir une demi-heure où plus calme, où je parle pas aux gens. Et vraiment, et je suis limite mal poli à ce moment-là, quoi, parce que j'en peux plus. Et souvent, on me met à côté du DJ. Et le DJ, ça fait 5 heures qu'il est tout seul à installer son matos et il veut juste parler, quoi. Et moi, j'ai besoin. Tu viens de résumer le plus gros problème qu'on peut tous avoir, c'est effectivement, des fois, t'as pas envie de parler. Et ouais, c'est vraiment le truc où j'ai besoin de me poser un peu, de réfléchir à où je vais mettre mes lumières, comment je vais m'installer pour la soirée, ce que je vais faire. Et voilà. Donc. Non, mais c'est vrai que ça peut être aussi. C'est vrai que tu n'y réfléchis pas comme ça, mais le DJ, effectivement, lui, il a passé la journée tout seul. Et son vrai moment physique, il va démarrer après le repas. Donc lui, il est en pleine forme quand toi, tu es déjà carbonisé et tu essaies de trouver ton second souffle, quoi. Non, c'est marrant comme réflexion. Mais je comprends tout à fait. Après, moi, j'ai pas ce besoin. Je passe ma journée à chauffer les gens, en fait, à rencontrer les copains et à leur suggérer des petits trucs pour les mettre dans l'état d'esprit où ils vont venir me chercher pour faire des conneries, en fait, après. Ouais, bah moi, après la soirée, c'est là où j'utilise le plus d'énergie. Ouais. Si tu m'as vu danser, je danse à peu près pareil sur un dance floor de mariage, appareil en main. Alors, j'ai pas le déguisement que j'avais la soirée de Rise Up sur un mariage. C'est dommage. Enfin, en même temps, ça va pas être très pratique, les gants de boxe, pour faire des photos. Ouais, j'essaierai pas. Donc, ouais, je suis hyper dynamique en soirée. Et j'ai besoin de cette pause, en fait, pendant le repas, pendant que les mariés mangent. Pour moi, c'est ma pause, quoi. Donc, je veux pas manger en même temps. Surtout qu'en général, les traiteurs te servent en dernier. Ouais. Donc, t'as 3 minutes 30 pour manger ton plat avant que les trucs reprennent. Ouais. Et puis qu'ils prennent un malin plaisir à te débarrasser pendant qu'il y a un discours au moment où ils te servent. Ouais, c'est ça. Toujours sympa, voilà, la guéguerre. Et puis, je suis végétarien, donc quand je dis que je suis végétarien, et une fois sur deux, il faut que je me retrouve avec du poisson, et donc je dois expliquer à des traiteurs que non, les végétariens ne mangent pas de poisson. C'est un peu chiant. Pas forcément, en tout cas. Bah, ouais. Ouais, ça complique un peu les choses. Donc, ta salade de carottes et taboulé dans la voiture. Ouais. Et c'est pas plus mal. Okay. Banane, barre de céréales, ouais. On finit toujours cette partie en parlant d'une image en particulier. On va parler de la série de la Rise Cup. J'aimerais bien que tu nous racontes un petit peu. Alors, on pourra effectivement pas la publier tout de suite au moment de l'épisode, mais on trouvera un moyen de la rajouter après coup. Et puis, si jamais je vois que le magazine la sort en ligne, je mettrai un lien pour que les gens puissent y accéder. Mais j'aimerais bien que tu nous racontes un petit peu ce que c'est cette série, parce qu'elle a été vraiment belle. Et je suis pas le seul à l'avoir pensé, puisque tu as le trophée derrière toi pour prouver qu'elle était réussie. Eh donc c'est une commande pour un magazine, La Tribu du Vivant, qui est un magazine qui a été lancé par, entre autres, Nancy Mood, ceux qui ont fait Nuit et culotté. Je sais pas si ça te parle, comme émission. Ça parle pas. Voilà. Bon, ça parlera peut-être à des gens. Voilà. Et donc, on m'a demandé de faire des photos pour illustrer un article sur les Sœurs de la Providence. Nous, c'est une congrégation de sœurs qui a été assez important et qui maintenant n'a plus de nouvelles recrues, donc elles sont plus que 6 et bientôt donc elles savent qu'elles ne seront plus que 0 et donc elles sont en train de refaire faire complètement là où elles habitent pour que ce soit transformé en un tiers-lieu. Donc avec un restaurant de réinsertion, des logements sociaux, des espaces d'éducation populaire, un café d'accès libre en journée pour ceux qui veulent, et ces choses-là, pour que leur valeur à elles, tout ce qu'elles ont fait, soit transmise et continue à vivre après elles. Donc je suis super content de faire ça, d'avoir cette opportunité, parce que je les connaissais pas, et c'est hyper amusant sur plein d'aspects, parce que leur couvent, c'est littéralement mes voisines. Voilà, c'est vraiment le mur mitoyen à chez moi. Et donc je les connaissais pas du tout, donc j'ai pu découvrir ça. Et ce que je savais, donc la deuxième partie, ce qu'on voit, elles ont un cimetière qui est donc le couvent principal est en ville, et il y a un cimetière dans la vallée, juste à l'extérieur de la ville, de Langres, où donc elles sont toutes enterrées, et où elles seront toutes enterrées, où j'ai voulu aller les prendre en photo. Et le cimetière est dans une ferme, à la ferme Sainte-Anne, où les sœurs habitaient avant, qu'elles ont revendu il y a quelques années parce qu'elles n'étaient plus assez nombreuses pour s'en occuper.
Et cet endroit, c'est un lieu de mariage, et c'est là où moi je vais me marier l'année prochaine. D'accord. Ah, donc la boucle est bouclée, quoi. Donc c'était voilà, ça a été un super reportage aussi personnellement. Je l'ai pas forcément raconté, et je suis content en plus que ça ait gagné sans que j'ai eu besoin de raconter ça. Mais ouais, c'était aussi un sujet assez perso au final. Et voilà. Et ce que j'ai essayé de montrer, c'était ça. Et j'ai l'impression que c'est ce qui a été vu. En tout cas, c'est ce que m'a dit Dead. Et il y a beau avoir, je montre la mort et la fin de ces personnes-là, la fin de vie de ces personnes-là. Et en même temps, il y a pas de tristesse, quoi. Il y a une douceur, et savoir que c'est pas une fin en soi, quoi. En fait, ce qui est joli dans ce reportage, c'est que c'est très optimiste, en fait, bizarrement. Alors que justement, ça raconte la fin de quelque chose, mais c'est pas une fin triste. Ouais. Et c'est exactement l'impression que me donnaient ces femmes-là, qui étaient impressionnantes, quoi, qui ont tout un certain âge, mais qui sont encore hyper actives et qui font énormément de choses pour la société. Et qui était adorable. Mais elles étaient vraiment, enfin, c'était très touchant. C'était un beau reportage. Ils méritaient la Rise Cup, même s'il y avait de la belle concurrence quand même. Et puis, du coup, merci d'avoir transporté cet énorme morceau de bois chez toi. Ça a évité à quelqu'un d'autre de le faire. Ouais, ça c'est le côté un peu moins fun. Enfin, si. Ouais, après, c'est trop cool d'avoir la coupe là à la maison. Mais la partie ramener la coupe à la maison était un peu compliquée, ouais. Pour les gens qui savent pas ce que c'est, la Race Cup, c'est un trophée taillé dans une pièce de bois qui est énorme, qui doit bien faire un tout petit peu moins d'1 mètre de longueur. Et je sais pas combien ça pèse, mais ça doit être bien lourd aussi. 15-20 kilos, je dirais. 15-20 kilos, voilà. Et il faut ramener ça en train à la maison en revenant de Chamonix. Donc ça devait être bien drôle. Mais en tout cas, elle est derrière sur l'écran. Et effectivement, je vois que tu as la fierté de la voir. Et du coup, tu es obligé de revenir l'an prochain pour la ramener. Ouais, c'est ça, ouais. C'est pas mal. C'est pas mal. Après, je table sur le fait de gagner aussi l'année prochaine. Donc peut-être que je peux la laisser chez moi quand même, quoi. Je sais pas. Écoute, tu peux ne pas leur laisser le choix de te faire gagner, du coup. Mais, en tout cas, c'est une bonne idée. Et en même temps, je pense que c'est le truc le plus casse-couille à gagner, et en même temps qui te fait le plus plaisir. Ah ouais, parce que c'est quand même, enfin, c'est une belle victoire. Puis encore une fois, les gens qui soumettent des séries, c'est pas n'importe qui. Et on les a tous vus, les séries, parce qu'elles étaient imprimées et diffusées sur le lieu où on était. Et il y avait vraiment des belles choses. Donc bravo. Merci. On arrive à la conclusion de l'épisode. La première, c'est quelle est ta source de revenus principale? La première question. La photographie de mariage représente la quasi-totalité de mes revenus de photographe, et donc la quasi-totalité de mes revenus aujourd'hui. Aujourd'hui, ouais. Et du coup, est-ce que tu gagnes bien ta vie aujourd'hui? Non. Donc là, j'ai pas fini mes comptes annuels, mais donc je suis en micro, en AE, et je suis au seuil de la micro à 30, et malgré mon chiffre d'affaires. Je me suis versé 1 200 € net par mois, et avec la prime de fin d'année, j'arriverai peut-être à 1 300, quoi. Mais je précise que t'es pas obligé de donner de chiffres. À chaque fois que les gens disent oui, je gagne bien ma vie, ou je gagne moyennement ma vie, c'est hyper frustrant, parce que ça n'a pas de sens. Enfin, j'ai aucun souci à communiquer mes chiffres. Okay. Voilà. Donc, je gagne entre 1 200 et 1 300 € net par mois, ce qui est pas assez au vu de mon investissement en temps, en énergie, et de ce que je fais. Donc, j'espère gagner plus prochainement, quoi. Voilà. Mais c'est une évolution de toute façon. Oui. C'est mon expérience de ça, c'est qu'effectivement, t'as des paliers à passer. Et que souvent tu passes un palier, et au moment où tu l'as passé, en fait, c'est sauf Covid, c'est assez compliqué de revenir en arrière. Donc voilà, c'est des moments. Malheureusement, la photo, le problème de la photo, c'est que t'es longtemps, pour la plupart des gens en tout cas, t'es longtemps dans une source, dans un palier bas avant de passer à des paliers plus élevés, et ça demande aussi pas mal de travail sur soi, sur certaines façons qu'on peut avoir de travailler, et notamment moi, le truc qui m'a toujours choqué sur la photo, c'est comme on a tendance à peu valoriser notre propre travail. Je pense pas que ce soit ton problème, mais c'est un problème général du métier, qui est qu'en fait on sait pas nous-mêmes toujours valoriser ce qu'on fait. Et faire comprendre aux gens que c'est autre chose qu'appuyer 8000 fois par jour sur un bouton. Et malheureusement, ça pénalise un peu tout le monde, quoi. Oui, c'est le cas d'un peu tous les métiers artistiques. Hein.
C'est à part les quelques-uns qui s'en sortent vraiment très très bien. Mais je pense que ça nous tire tous un petit peu vers le bas et que peut-être il va falloir qu'on ait une vraie réflexion tous ensemble là-dessus, quoi. Et ouais, c'est pour ça aussi. Tiens, quand je me présente, je dis que je suis photographe de mariage. Et si je fais une présentation courte, je m'arrête là. Parce que j'en suis fier et je trouve que c'est important d'en être fier. Et j'ai encore cité les Touman, donc la newsletter d'Erika Jensenman, qui parle une fois du rôle mitigé, enfin de l'opinion ambiguë qu'elle a de ce métier et qu'elle n'assume pas d'en être fière et que des fois elle est gênée d'être photographe de mariage, alors que c'est une des toutes meilleures photographes de mariage de l'histoire, qu'elle a un niveau dingue. Et qu'elle devrait en être fière et qu'on devrait tous en être fiers parce que on fait un taf important et que on a vraiment une part importante dans le patrimoine de famille et que on devrait en être fiers et que plus on en sera fier, plus ce sera facile aussi à monétiser. C'est une vraie réflexion, mais c'est une réflexion globale en fait. Le truc c'est qu'une personne va faire une petite différence à son niveau, mais si on était tous, si on s'y mettait tous, ça pourrait changer beaucoup de choses. Si je te demande quel est le pire moment de ta carrière? Je pense que c'est le 2e et 3e confinement. Donc là, autant le premier confinement, je l'ai personnellement plutôt bien vécu, et même si tout a été annulé et qu'il a fallu redécaler, ça allait quand même. C'est qu'on a recommencé le 2e et 3e, enfin là où ça a recommencé, et tu dis not this shit again, et là ça a été dur à vivre. Ça aussi a été un peu dur physiquement. Là, j'ai reparlé de ma forme physique. Fin 2020, j'étais dans ma forme. Enfin, j'avais jamais été autant en forme. J'avais un niveau de tennis que j'ai jamais eu. Et je suis ressorti du 2e et 3e confinement flingué un peu physiquement, parce que j'ai arrêté le sport et que ça. Et du coup, ça a été dur à la fois, personnellement et en termes de boulot, quoi. Ouais, ça, je pense qu'on en est tous passés par là. Du coup, le meilleur moment de ta carrière? Quand j'ai soulevé la Race Cup, je pense. Ouais, à ce point. Ouais, c'était assez dingue. Il y a eu d'autres moments bons, mais oui. Alors, il y a un biais que ce soit un événement récent, quoi. Il y a un biais de récence là-dedans. Mais oui, c'est quand même un truc assez génial. Tout en faisant la part des choses, quoi. C'est pas quelque chose qui vient sur tout mon travail. C'est sur une série particulière où tout le monde n'a pas joué. Mais ouais, soulever la coupe à ce moment-là. Et en même temps, tout en me rendant compte que je me sentais légitime à être là. Ouais. Et voilà, sans vouloir être. Il y a vraiment aucune prétention là-dedans, mais c'est pas une surprise de l'avoir gagné, parce que je savais que cette série-là était forte, que j'avais ma place là et que je pouvais gagner. Et ça fait énormément de bien à la fois d'être fier de gagner quelque chose, tout en se sentant hyper légitime. Et Et au-delà de ça, l'unanimité des juges, parce que quand tu vois la différence de style entre Yves Schepper et Ian Weldon, par exemple, savoir que eux, ont sans hésiter voté pour la mienne et que tout le monde m'a fait des super compliments là-dessus, et des gens quand même que j'admire énormément m'ont fait des compliments là-dessus, c'est un truc assez fort. Oui, parce que j'ai beaucoup dit qu'il y avait beaucoup de concurrence pour la Rice Cup, mais c'est vrai que les juges aussi, c'est pas n'importe qui. Et que arriver à mettre d'accord Yves Schepers, Ian Weldon et Mauricio Arias, et puis ceux de l'année dernière aussi, parce que c'était Cafaliu, Susana Barbera, mais c'était vraiment des grands noms, et c'est eux qui ont fait la présélection pour garder 5 séries, je crois, sur la... 4 finalistes, et après, il y avait les organisateurs qui avaient un coup de cœur du jury. Qui avait un joker. Mais voilà, en tout cas, fallait passer ces sélections-là à chaque fois et être jugé par des gens comme ça et gagner. Je suis assez d'accord, il y a de quoi être fier, quoi. C'est pas mal. Puis ça avait l'air de te faire plaisir. Ouais, et puis j'aime bien être un peu exubérant, quoi, donc c'est assez marrant comme moment. C'était vraiment, on aurait dit que t'étais monté sur ressort et tout, mais je comprends tout à fait, en fait, je vois tout à fait le truc. Je te disais, je me suis posé la question quand je t'ai vu récupérer la coupe, je me disais, si c'était moi, est-ce que je serais capable d'être aussi exubérant? Je pense que moi, je baisserais la tête, je dirais merci comme ça, mais après c'est bon, c'est des personnalités aussi, mais franchement c'était vraiment c'était un beau moment et c'était mérité, en tout cas vraiment la série a été vraiment belle et vous le verrez bientôt, chers auditeurs.
Après, moi, j'ai choisi de cacher mes doutes et mes défauts enfin, tout ça sous une exubérance plutôt que sous une timidité, quoi. Donc, je trouve ça plus marrant, mais ça revient même au final. Hein. Au final, ouais, peut-être, effectivement. Mais en tout cas, c'est bien perçu. On arrive à la toute dernière question de l'épisode. Qui me recommanderais-tu pour un prochain épisode ? Alors, j'aimerais beaucoup que tu interviewes Kasia Streck, qui est une photojournaliste qui était intervenante à Rise Up l'année dernière, au vendredi, et dont la série, et tout le travail sur les luttes des femmes au sens large m'avait énormément ému. J'étais en pleurs devant son diapo, la morvonnée, voilà. Et c'est un travail assez fabuleux. Donc, n'hésite pas à contacter Kasia. C'est noté, je vais la contacter, et c'est tout à fait le genre de profil que j'adore en plus. Donc c'est très bien. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Alors, donc, vous pouvez me trouver facilement sur Internet avec le site oliver.olivier.com. Qui est probablement la meilleure adresse que je connaisse. Et sur les réseaux sociaux, donc Insta et Facebook, ce sera plus trivialement @Osayar photographe. Je mettrai toutes les adresses dans les notes d'épisode. Il me reste à te remercier d'avoir répondu aussi ouvertement à toutes mes questions et de nous avoir ouvert ton œil comme ça. C'était hyper intéressant. Et puis j'espère qu'on aura l'occasion de se voir prochainement avant Rise Up 2023. Merci. Ouais. C'est un peu dommage que j'ai pas réussi à trouver le temps de me déplacer à Paris pour qu'on se voit en vrai parce que c'est quand même plus cool. Ouais. J'espère que le son était bon. Et c'était un chouette moment avec toi et merci de l'opportunité. Et c'est quand même cool. À très bientôt. Merci. Salut Julien. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast et Spotify, c'est important et ça aide beaucoup à notre visibilité. Vous pouvez également aller sur le blog Dans l'œil du photographe à l'adresse www.dledp.fr. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve au prochain épisode dans l'œil d'un nouveau photographe. Dans l'œil du photographe, merci, c'est fini.